Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 60 du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial sur le post-repêchage. Donc, c'était un gros événement de la LNH qui a lieu il y a environ une semaine. Je suis très heureux de recevoir Simon Servant pour parler des choix que les Canadiens ont fait, là. Simon, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Avant de se lancer un petit peu dans les choix du Canadien puis toute leur implication, de votre côté, avec les membres du TSLH Espoir, vous avez fait un épisode live sur la couverture de la première ronde du repêchage. Parle-nous un petit peu comment ça a été avec le groupe et aussi quand même des nombreuses surprises qu'il y a eu dans cette première ronde. Il n'y a pas eu disons, de transaction. Ça n'a pas été l'année la plus excitante à ce niveau-là, mais pour les sélections surprises, il y en a quand même eu plusieurs, là. Oui, ouais, exactement. On a eu beaucoup de plaisir. On l'avait fait il y a de cela 2 années. Je pense que c'était en 2020, si je me souviens, 2021. 2021, on l'avait fait, puis on avait eu une belle réponse. Les gens avaient aimé ça. Nous aussi, on Mm. avait aimé ça, évidemment. Fait qu'on s'était dit, pourquoi pas refaire. Tout le monde était disponible, donc pourquoi pas refaire cet exercice-là une autre fois. Puis les gens ils ont été à l'écoute. On a eu des questions, des commentaires. Évidemment, on a eu du plaisir à suivre ça, à décrire un peu les joueurs en temps réel, si vous voulez. Ouais. Puis ensuite de ça, ben, on a eu Seb, notre bon ami, qui il a eu la baboune pendant un petit bout de temps, mais il est correct, là, On ça va peut, bien. on peut le comprendre quand on est émotionnellement attaché envers certains joueurs aussi, avec la quantité de travail que vous Absolument. mettez, on a certaines attentes, mais ça a rendu la chose très agréable. Dans un épisode comme ça où on revient sur le repêchage, on pourrait passer facilement une demi-heure, voire une heure sur chaque équipe, voir les bons coups qu'ils ont fait, les joueurs qui sont allés Ouais. chercher. Donc, ça serait un exercice quand même assez ample. On va se concentrer sur le Canadien. Euh, Disons que certains choix ont fait extrêmement parler. Donc, rentrer un petit peu dans le contexte de ces sélections-là. On va vous parler des joueurs, certains qu'on connaît un petit peu mieux, d'autres qui étaient de grands inconnus aux yeux de Qu'on ne tous. connaît pas, ouais, c'est ça. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi le Canadien est allé dans cette direction-là et comprendre un petit peu cette philosophie qui parfois peut être dure à suivre et à comprendre aussi. Donc, on va y aller avec le choix de première ronde. Le Canadien, si on s'en souvient bien, avait le cinquième choix au total. Il y avait des attentes. On avait entendu plusieurs noms. Finalement, c'est celui, même si notre bon ami Carey Price a eu de la misère à nommer son nom, c'est le nom de David Reinbacher qui est sorti. Gros Ouais. défenseur de 6 pieds 2. Avant de rentrer dans le contexte un petit peu, parle-nous de ce que tu as vu de lui. On a eu une discussion un petit peu plus en marge du repêchage. Il ne faisait pas partie des 10 joueurs qu'on avait discuté ensemble. J'aimerais avoir ton point de vue sur le type de joueur qu'il est que tu as observé cette année, là. Ouais, ben c'est ça. David Rambacka, c'est un défenseur à toutes les fois que je l'ai regardé cette année, j'ai été satisfait de son jeu. C'est pas un joueur que je regardais puis que j'étais comme déçu. Il y a eu certains visionnements au championnat mondial junior que ça a été plus difficile, mais Absolument. c'est normal parce que, étant donné que c'était un peu lui le meilleur joueur de l'équipe là, avec l'Autriche, donc c'était un peu normal que c'était un peu plus compliqué alentour de lui aussi. Mais dans la ligue en Suisse, c'était vraiment les matchs que je regardais. Souvent, on voyait de belles choses de lui. Défensivement, il était très alerte, très physique aussi quand même le long des bandes, une bonne première passe. Il est capable de relancer l'attaque sans nécessairement être, à mon avis, un gars qui est un dynamo offensif, un gars qui fait vraiment beaucoup progresser l'attaque. Je Ouais. pense qu'il est capable de l'alimenter, il est capable de faire des passes justement pour sortir de la zone, puis pour permettre à ses coéquipiers de s'amener en vitesse, en zone neutre, en zone adverse. Donc ça, c'est correct. Moi, ce que j'avais moins aimé dans mes visionnements, c'était juste le côté offensif pas qui me plaisait pas, mais que je trouvais un peu plus timide. Puis là, ben oui, il y a des gens qui vont me dire, il y a 18 ans, il est dans une ligue suisse, qui est une ligue d'hommes, une ligue professionnelle. Ben, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste que ces instincts-là, tu sais, il faut que tu les développes, mais quand tu les as déjà à 17, 18 ans, c'est une autre game. Tu sais, Ouais. puis je les compare pas, mais tu sais, quand on voyait Gouliaïev jouer,
c'était vraiment ça. On le voyait à quel point que le jeu offensif était plus rapide, était plus. La façon dont il analysait ce jeu-là était plus rapide, puis il l'exécutait. Donc, Ryan Backer, c'était un peu ça qui me dérangeait. C'était le fait qu'il n'attaquait pas les espaces libres, qu'il n'arrivait pas toujours en trailer, en troisième homme, des fois même quatrième homme. Donc, c'est ça, il y avait beaucoup de petits aspects offensifs très, très minimes qui faisaient en sorte que ça me Est-ce laissait tiède. que, pour continuer sur ce point-là, comme il jouait déjà dans une ligue de très haut calibre où il affrontait des joueurs nettement plus âgés que lui et matures physiquement, euh, est-ce que tu penses que c'est un aspect du jeu qui va pouvoir aller chercher ce petit gap offensif-là où ça semble pas être dans son ADN de joueur, là? En fait, je pense qu'il peut aller en chercher. Tu sais, naturellement, il va peut-être aller chercher un peu plus d'offensive. Il va se faire un peu aiguiller, il va se faire diriger dans le système du Canadien. Donc, tu sais, on n'était pas à Cloten, là, fait qu'on connaissait pas le système exactement, tu sais, de la manière comment que les breakouts ou les sorties de zone ou on ne sait pas exactement comment c'était développé avec tel joueur et tel joueur. Moi, je le regardais en shift by shift. Donc, peut-être que sur un Ouais, autre trio, un autre défenseur avait beaucoup plus de latitude offensive. Mais dans le cas de Ryan Backer, c'était vraiment un peu plus timide de ce côté-là. Probablement qu'il va être capable d'aller en chercher une petite partie. Mais moi, je le dis tout le temps, le côté défensif, ça s'apprend. Mais le côté offensif, c'est très difficile. Il faut que tu l'aies. Il faut que tu aies au moins une partie de ça en dedans de toi. Puis l'exemple que je donnais il y a quelques années, puis que pourquoi je l'avais en première ronde, c'est Jérémy Poirier. ok, Jérémy ouais, Poirier, c'était un gars que l'offensive, ça roulait, là. ouais. C'était du 70-80 points dans la LHJMQ parce que il a cette mentalité-là offensive, le tir, les qualités offensives, ils sont là. Sauf que c'était le côté défensif à Ouais, ça ne l'avait améliorer. pas du tout. Puis là, ben, du côté de Ryan Backer, c'est que là, c'est l'inverse. C'est que le côté défensif il est là, mais l'instinct, tu sais, quand que tu vas prendre deux joueurs, tu vas les mettre dans la même situation, puis il y en a un qui va analyser ça différemment, puis ça va créer de l'attaque, puis tu as un autre qui va analyser ça d'une autre façon, puis que ça va pas nécessairement stopper l'attaque, mais lui-même, peut-être qu'il va se tenir plus prudent, il va rester en Ouais, retrait un peu. Donc, c'est ça. Ça sera à voir avec la progression de Ryan Backer, mais j'ai beaucoup de difficultés à voir des gars plus défensifs tout à coup devenir offensifs. ouais. C'est rare que Ça, tu vois ça. Tu sais, ça se comme développe pas Radko du jour au Gudas, lendemain. ouais, c'est ça. Radko Gudas, c'est un gars Ouais, c'est défensif. ce qu'il donne, ouais. Je m'attends pas à ce qu'il fasse 50 points dans le show. Puis là, encore une fois, je les compare pas, mais tu sais, quand tu as ce profil-là, c'est difficile de vraiment passer à ce niveau offensif-là de 60-70 points, Rentrons un 50-70 peu points. dans le contexte de cette sélection-là. On sait que lors des derniers jours, les partisans du Canadien sont passés par toutes les gammes d'émotions. Au début, on, les plus intenses ressentaient beaucoup de haine. Disons, les plus posés pouvaient être déçus. Par la suite, on l'a vu arriver, on l'a entendu, on a aimé ce qu'on a entendu de lui, on l'a vu au camp de développement depuis quelques jours, on apprécie ce qu'on voit et là, on est très heureux de ce qui se passe. Mais c'est important de remettre les choses en contexte, que c'est un joueur qui a été choisi cinquième au total. Et Ouais. certains vont dire c'est du passé, il est déjà dans notre équipe. C'est vrai, on regarde de l'avant, le jeune homme était dans notre équipe, on l'encourage, mais on n'a pas le choix de se demander, de se poser la question si c'était nécessairement le meilleur joueur à prendre pour ce rang-là. Et sans y aller avec les nombreux joueurs qu'on aurait pu sélectionner, lorsqu'on prend un défenseur aussi haut, on s'attend à avoir un espèce de défenseur, un complet, un futur général. Ouais. Donc, c'était une cuvée de défenseurs qui était particulièrement euh, faible par Moyenne. rapport. Ouais, moyenne. T'as mieux posé tes mots que Ouais. moi. C'était très moyen comparé à ce qu'on pourrait retrouver l'année prochaine, par exemple, hein. Une Ouais. année, peut se passer beaucoup de choses, mais avec des Kivi Ariou, Dickinson, Yerichek, Evchunov, il y en a Hudson, le beaucoup. petit Hudson frère. aussi, le frère de notre cher joueur qu'on aime donc. On n'a pas le choix de se dire est-ce que c'était le bon choix par rapport à cette sélection-là. J'aimerais avoir ton avis par rapport à tout ça. Pas si le Canadien a fait le bon choix, mais un rang de sélection comme ça,
c'est important d'y aller avec le meilleur joueur disponible selon moi. Je ne sais pas si tu partages ma philosophie. Là. Ben oui, en fait, c'est ça. Moi, ça a toujours été ma philosophie. Le BPA, le Best Player Available, ça a toujours été ça parce que, premièrement, tes besoins, ça se peut que tes besoins dans 2 ans ne soient pas les mêmes qu'ils sont actuellement. Exact. Tu sais, fait que peut-être que dans l'année prochaine, peut-être même cette saison, Kent Hughes va recevoir une offre mirabolante pour un défenseur droitier dans une transaction avec Anderson, puis un jeune, puis un choix de première ronde, peu importe. Et tout va Puis que là, changer. Ouais. puis là, c'est ça. Là, tout à coup, tu as repêché ce gars-là. Puis là, tu te dis, tabarouette, je peux pas cracher sur ce jeune droitier-là qu'on vient d'avoir. Donc, c'est pour ça que là, c'est important de toujours regarder. Moi, je regarde beaucoup les qualités élites. Évidemment, moi, je suis pas dans une équipe. Donc, moi, j'ai pas ce problème-là, si vous voulez, Ouais. d'avoir une banque d'espoir puis de vraiment avoir un profil de joueur à surveiller. Donc, moi, quand je regarde un jeune, puis je me dis, ce gars-là, il a des qualités élites, que ce soit le patin, le tir, la vision, peu importe, le jeu physique. Puis là, si tu réussis à en combiner une ou deux ou trois là-dedans, ben là, c'est encore mieux. Fait que c'est ça que moi, je regarde. Fait que je me dis, parce que le camp de développement, c'est toujours intéressant. Les gens sont impressionnés. Tu sais, Ryan Backer, il a fait une petite feinte, il a tenté une feinte à une main, puis bon, c'est bien spectaculaire, mais je sais pas si vous avez vu des vidéos des journalistes des Sabres, mais ils ont montré des vidéos de Zach Benson, puis Ça devait être dans assez la, joli aussi. Là. Ouais. c'était ça, là, dans la glace restreinte, là, la demi-glace seulement, il était très fort. Puis... Fait que c'est sûr, c'est un cas de développement, puis ces gars-là, c'est des talents. Fait que c'est sûr qu'ils vont ressortir, c'est normal. Fait que Exact. moi, pour moi, un gars comme Ryan Backer, c'est les qualités élites que je vois. En fait, c'est vraiment le côté défensif qui est très bon. Je ne sais pas s'il est élite. Moi, je trouve qu'il est élite dans rien, mais je trouve qu'il est bon, à très bon dans pas mal tout. Puis le côté défensif, ça, il est très bon. Fait que ça, c'est intéressant, mais de mon côté, je ne sais pas en cinquième, au cinquième au total si c'est une avenue que moi je prendrais si j'étais un directeur général. Puis je pense que si vous regardez mes listes sont publiques, là, j'ai toutes mes listes depuis 2011. Là. Fait que probablement que de plus en plus que j'ai fait du scouting, puis de plus en plus que j'ai fait des listes, vous allez revoir ça dans mes listes. Donc, des joueurs que c'est soit qui ont des qualités élites qui ressortent, soit qui sont excellents, que comme tu peux pas passer par-dessus ces joueurs-là au premier, au troisième, au quatrième overall. Puis ça rejoint un peu ce qui s'est passé dans les dernières années. Tu sais, on a eu dernièrement des premiers au total défenseurs. On a eu Rasmus Dahlin, Ouais. on a eu Owen Power. Puis Avec Rasmus Vladimir un petit Dahlin, peu plus tard. ouais, ben c'est ça. Puis Rasmus Dahlin, quand on le regardait, c'était comme, il n'y avait pas de question. C'est un numéro un, défenseur numéro un. Il n'y a pas de détail. Au pire, un numéro 2, mais top pair, c'était réglé. Puis Owen Power, c'est un peu la même chose. En tout cas, moi, c'est ce que je voyais. C'est que c'est. Là, avec Dallin, il va devenir un 2, mais c'est un 1B, si tu veux. Ouais. Parce qu'il y a le patin élite, il y a le gabarit, il y a une créativité offensive, une vision offensive qui est très intéressante, puis il est bon défensivement. Évidemment, il y a un peu d'amélioration à avoir de ce côté-là. Donc, c'est ça. C'est un peu ce que tu recherches. Puis du côté de linebacker, c'est ça. C'est qu'il manque peut-être Il ça. manque. C'est pas le choix que j'aurais. C'est soit les choix que j'aurais fait, moi, de mon côté. J'aime l'approche que tu dis qu'on recherche un élément élite. Et dès que tu as commencé à mentionner ce que tu recherchais, j'ai tout de suite pensé à il y a quelques années et les besoins qui changeaient à notre sélection de Kotkaniemi sans vraiment se relancer là-dedans. On Ouais, ne cochait pas vraiment aucune case élite et quelques mois, on est allé chercher par besoin. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on a comblé une partie de ce besoin-là en allant chercher Nick Suzuki dans une transaction. Donc, exact. ton parallèle est là. Et je vais comparer le travail du Canadien avec une autre équipe qui, je trouve, depuis quelques années, repêche extrêmement bien et repêche les meilleurs joueurs disponibles. Ce sont les Hurricanes de la Caroline qui Absolument. font de très bonnes sélections jusqu'à très tard dans le repêchage. Je suis d'accord qu'à un certain moment, on peut faire ce petit switch-là d'y aller avec les besoins. Par contre, on passe potentiellement plusieurs très bons joueurs disponibles. Pour Mhm. terminer sur le cas de Randbacker, j'aimerais que tu nous donnes l'impression que tu as eu suite aux commentaires de Kent Hughes qui
Effectivement, c'était un besoin, hein, un défenseur à droite. On n'en avait pas une tonne dans notre pipeline, là, dans le giron de l'équipe. On va chercher un joueur qui va presque assurément jouer dans la Ligue nationale. Il a mentionné que si c'était un gaucher, il aurait peut-être été un petit peu plus bas sur sa liste. Qui sait ce qui serait arrivé à ce niveau-là? Peut-être qu'on aurait fait une transaction, on ne sait pas, pris un autre Ouais. joueur. Et par la suite, il s'est rétracté un petit peu en disant que c'était le joueur qui était le plus haut sur sa liste. On a cru comprendre par la suite du côté du Canadien que c'était assez unanime, là. Tout le monde, toute l'équipe de recrutement l'ont beaucoup aimé. Il n'y avait pas vraiment de red flag de son côté. Mais comment tu as interprété ces commentaires? Est-ce que selon toi, c'est qu'il a été un petit peu maladroit dans la manière qu'il s'est exprimé ou il y avait une certaine contradiction à quelque part entre la réalité et puis ce qu'il y avait sur papier pour elle? Ouais, puis dans le fond, tu sais, les deux choses, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que les deux choses, elles peuvent coexister. Ça peut être Mhm. le joueur le plus haut que tu as sur ta liste, mais ça peut avoir un petit lien de cause à effet avec le fait que justement, c'est un droitier. Donc, tu peux avoir été influencé un peu pour le mettre haut sur ta liste, justement parce que tu as un peu ce besoin-là. Puis moi, du côté de Kent Hughes, c'est que je sais pas s'il a voulu être un peu transparent, puis il a voulu être un peu pour vraiment parler aux partisans puis leur dire Ouais. vraiment qu'est-ce qu'il en était. Mais moi, ça, tu le dis tout simplement pas. Tu le dis pas Non, c'est ça. en entrevue. Tu le dis pas que s'il avait été gaucher, ça t'aurait refroidi. Tu dis, comme tu as dit à la fin, quand que Harpan lui a posé la question, Harpan Bassou, tu dis oui, c'était notre gars le plus haut, puis puis t'en mets, là, tu sais, mets-en, là, tu dis, écoute, ce gars-là, on l'avait deuxième sur notre liste, puis c'était le meilleur joueur après Bedard, puis si on se pinçait de l'avoir sélectionné, puis parce que c'est ça, il faut vraiment que tu sais, peut-être qu'il l'avait vraiment cinquième sur leur liste, là, ça c'est On ne le correct, saura jamais. Ouais. mais sauf que de la manière qu'il l'a dit, c'est sûr que ça nous laisse sous-entendre que justement ce gars-là avait peut-être un jugement favorable étant donné qu'il comblait un besoin. Et puis ça, c'est facile de tomber dans ça parce que tu regardes, tu as mentionné Kotkaniemi tantôt, le Canadien cherchait un centre, puis il n'y en avait pas beaucoup dans ce Non. repêchage-là en 2018. Fait que là, si tu n'échappes un, si tu décides de prendre un autre gars, après, tu peux être barré pendant 2 ans, 1 an, 2 ans, C'est puis là, le délicat, Canadien. effectivement. C'est ça. Puis vous avez vu les Coyotes 2 années, là, en 2018, puis là, en 2023. Il y avait un cas de Kotkaniemi est sorti, les Coyotes sont tout de suite allés ramasser Barrett Effectivement. Hayton après, 2 rangs plus tard au cinquième. Puis même chose qui est arrivé, le Ryan Backer Simachev, sorti ouais. 5, Simachev 6. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui retient quand tu as un besoin. Peut-être que ça aussi, tu te dis, ouais, ben là, c'est un besoin, mais en même temps, il est bon. Il répond à ce qu'on a de besoin, mais on l'aime beaucoup aussi parce que c'est un bon joueur, parce qu'il correspond à notre philosophie, notre mentalité. Parce qu'il va jouer dans le show linebacker. C'est Faites pas certain. d'histoire, il va jouer. Et dans le cas de Hughes, j'ai l'impression que ses commentaires n'ont pas aidé à atténuer la grogne des partisans du Canadien. C'est ça. Mais c'est un apprentissage aussi. Il est relativement, c'est son deuxième repêchage. Jusqu'ici, selon plusieurs, disons qu'il avait une clean sheet. Là, sa feuille de bons coups était assez nombreuse, bien remplie. Là, depuis quelques semaines, ça semble un petit peu. Ouais. On remet son travail en question et c'est normal. Mais de son côté, je pense que de la manière qu'il va approcher le repêchage, il va avoir appris de ça et c'est tant mieux. Donc, c'est ce qui conclut un petit peu le cas de Reinbacher. Simplement terminer que j'ai vu passer dernièrement, il y a quelques minutes, quand l'information qu'il signerait son contrat d'entrée avec le Canadien. Euh, Absolument. donc, on devrait vraisemblablement le voir à Laval cette année. L'année prochaine, L'année probablement. prochaine, oui, pardon, l'année Ouais. prochaine. Il va avoir son contrat, mais de toute façon, ça va slider. Fait qu'il n'y aura pas de problème. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc, il a assez impressionné l'équipe pour que ce soit fait déjà. La deuxième sélection du Canadien, malheureusement, le CH n'avait pas de choix de deuxième ronde. Ça
Ils les avaient cédés dans l'acquisition d'Alex Newhook. Donc, petit parallèle à Ethan Gauthier qui a été choisi quand même avec le Ouais. choix du CH par le Lightning. C'est un joueur qu'on aurait aimé. On se retrouve quand même avec un bon joueur polyvalent au niveau offensif. On passe maintenant en troisième ronde. Le Canadien avait le 69e choix. Il a jeté son dévolu sur le gardien Jacob Fowler. Mm-hmm. Et j'ai hâte de t'entendre sur le sujet. Je sais que Mathieu Paradis était, disons, fou de joie, si je peux me permettre l'expression. C'était le gardien qui le classait numéro 1 sur sa liste de sélection et c'est le 5e quand même qui est sorti. Donc, il y a eu plusieurs Ouais. gardiens qui sont sortis devant lui pour être un élément de motivation. Parle-nous un petit peu de ce que tu as vu de Fowler, même si ton expertise n'est pas au niveau des gardiens de but. Tu en as vu beaucoup cette année. Parle-nous des bons points que tu as vus de lui cette année. Oui, puis les gardiens, écoute, même si c'est peut-être plus difficile d'évaluer les gardiens, j'ai assez joué au hockey, j'en ai assez regardé, je sais qu'est-ce que j'aime d'un Ah gardien. ouais. Puis Fowler, lui, c'est quelque chose que quand tu le regardais, tu voyais à quel point. Premièrement, il a un bon gabarit, là, il est comme 6 pieds 2, 200. Là, on disait qu'il était peut-être 220, là, peut-être c'est un peu costaud, peut-être faudrait qu'il en perde un petit peu de livres, mais ça. Évidemment, on a confiance qu'avec le groupe de physique, préparateur physique du Canadien, ça va diminuer Ça un va petit l'aider, peu. ouais. Mais tu sais, un gros gabarit, puis il a une belle technique, une technique assez carrée, une technique assez rapide pour son gabarit. C'est ce qui est intéressant. Il est agile, il est mobile. Je trouve, moi, qu'il contrôle bien ses rebonds. Il impose le respect dans son demi-cercle. Puis moi, ce que je trouvais aussi, c'est qu'il traquait bien la rondelle. Il voyait bien la rondelle, il bougeait la tête. Donc, je pense que en plus d'avoir une belle technique, s'il réussit à voir la rondelle, il va se faire frapper quand même, étant donné qu'il est gros. Fait que, Ouais. des fois, juste de voir le point de départ, puis tu réussis à te positionner rapidement, tu te mets sur tes jambières, puis même si ça touche un bâton ou ça se faufile, au moins tu te fais frapper, tu es bien positionné devant ton filet. Donc ça, c'est intéressant. Puis ce qui est intéressant du côté de Fowler, c'est que je trouve que la progression a s'est bien faite pendant toute la saison. Moi, je l'avais vu très peu au début de l'année dans la USHL. Je l'ai vu au défi mondial junior A, donc les moins de 19 ans. Évidemment, les États-Unis avaient une très grosse équipe, donc Ouais. ça, La c'est un peu donnée était normal. faussée, là, ouais. Oui, c'est ça. Puis évidemment, il a été dominant. Il y a eu des statistiques incroyables. Je n'ai pas les statistiques devant moi, mais je pense pas qu'ils ont perdu, même dans les matchs que j'ai vus. Mais ils ont gagné évidemment la finale. Donc, ça a été intéressant au moins de voir ça, de voir qu'il était capable de remplir ce rôle-là, même si tu avais une équipe boostée devant toi, d'avoir cette stabilité-là, cette prestance-là, de laisser rien, de rien laisser passer derrière toi. Donc ça, c'est intéressant. Mais ensuite de ça, on a continué les visionnements. Évidemment, Matt avait fait un top 10 de ses Ouais. gardiens, donc on en profite pour en regarder un petit peu aussi. Puis jusqu'en série, puis j'ai regardé quand même plusieurs matchs en série parce que dans cette équipe-là, il y avait aussi des joueurs, les Phantoms, il y avait Whitelaw qui était là, il y avait Michiak puis Stratman. Donc, tu pouvais regarder quand même plusieurs joueurs dans cette équipe-là, puis ils se sont rendus jusqu'en finale, puis ils ont gagné. Ouais. Puis Ou Fowler a Fowler a été très, très bien fait. extraordinaire. Ouais, exactement. Exact, exact. Il a été extraordinaire en série. À toutes les fois que je regardais des matchs, c'était vraiment. Tu voyais qu'il était en confiance. Tu voyais que ça allait prendre tout un lancer pour le battre parce que c'était. Tu sais, c'est une bonne équipe, les Phantoms. Tu sais, il y a une bonne équipe, mais sauf qu'en même temps, c'est pas une aussi bonne équipe qu'on a vu dans les dernières années, mettons, avec le Steel de Chicago Ouais. il y a 2 ans. Puis c'est une équipe qui avait beaucoup de talent quand même, mais qui était prenable en série. Mais Fowler, il a vraiment tenu son bout, il les a vraiment tenus jusqu'à la fin. Puis évidemment, il a gagné le trophée du joueur le plus utile, puis il a été nommé le meilleur gardien aussi de la USHL. Donc, super saison pour lui. Moi, je l'avais 48e sur ma liste. C'était pas mon premier gardien, mais j'avais un range de gardiens qui était assez condensé. J'avais Condensé, beaucoup ouais. de gardiens entre 35 et 51. J'en avais 5. Puis Fowler, il était dans ça. Donc, très satisfait, une belle sélection. Puis, je pense Et, qu'un gardien, ça aurait été suffisant, là, pas les ouais, deux autres après. j'allais en venir. Ouais, Juste pour finir sur Fowler, ça a été instantané. Disons, plusieurs partisans ont eu un petit coup de foudre ouais, à son endroit. Il y a eu un lien intéressant avec le Québec. Quelques mots en français, ça n'en prend pas plus pour énerver plusieurs. ouais. Mais c'est un lien qui est agréable quand même. Avant de se lancer vers les autres sélections de gardiens, on cherche désespérément
un futur gardien numéro un. On a des candidats, les Ouais. principaux, en Caden Primo et en Jacob Dobesch qui est là. Dobus. Ouais. Donc, on rajoute en Fowler ce troisième candidat qui est le plus jeune de tous, évidemment, qui a de réelles chances d'être numéro un. Est-ce que, selon toi, même si c'était une très bonne sélection, on avait besoin de cet autre candidat qui va peut-être pousser un petit peu dans le dos des autres? Est-ce qu'à un moment donné, ça va être trop compact au niveau du potentiel de ces gardiens-là? Évidemment, on veut en avoir le plus possible. Force est de croire que ce ne seront pas tous les trois qui deviendront numéro un dans la Ligue nationale. On veut avoir le plus de jetons possible. Est-ce que, selon toi, ça semble être la bonne philosophie pour ce qui est juste du gardien numéro un, là? Ben, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, moi, Fowler, la sélection, je l'aimais beaucoup parce que dans ce tier de gardiens-là qui a un potentiel d'être numéro un, tu sais, il y en avait quelques-uns. Puis étant donné que le Canadien repêchait 69e, ils sont tous partis. Tu sais, t'es as vu débouler toute la gang. Fait que J'ai eu peur un d'aller. petit peu aussi. C'est ça, Rabal est parti. Bon, il y avait Gayan, que moi, j'ai pas vu beaucoup, donc je peux pas me prononcer. Mais bon, vous avez, tu sais, ça a sorti quand même rapidement. Augustine qui est sorti. Puis bon, fait, c'était intéressant d'aller chercher ce gardien-là parce que lui a un réel potentiel d'être peut-être gardien numéro un. Fait que ça vaut la peine de le prendre. Puis ça aurait pu être n'importe lequel de la gang, là. Ça aurait pu être Rabal, Ouais, Augustine. Tu sais, on aurait été prends ta satisfait. chance, tu prends ta chance avec un de ce groupe-là. Puis ensuite de ça, tu espères que. Moi, Dobesh, je l'aime quand même beaucoup. Je trouve que, surtout dans la NCAA, on l'a vu avec Ohio State, il est très solide comme gardien, il est imposant. Je trouve qu'encore une fois, c'est un gardien qui est mobile, qui est rapide, technique assez classique aussi. Donc, je pense qu'avec le groupe avec les entraîneurs de gardiens du Canadien, c'est des gars que tu peux développer. Puis je continue à avoir espoir en primo de mon côté parce qu'on a vu ces flashs. On les a vus, les flashs, surtout en série l'année passée. Pas cette saison, mais l'année passée avec le Rocket quand ils se sont rendus en troisième ronde, si je me souviens bien. Quand même, tu sais, c'est intéressant. Donc, pour moi, j'aime bien avoir ces trois gardiens-là, j'aime bien les avoir là. Puis t'espères, comme tu dis, qu'il y en ait un qui puisse prendre le relais. Puis il n'y a aucun de ces trois gardiens-là que moi je vois faire du 65-70 matchs. Tu sais que OK. Carey Price, c'en était un là, qui était on pouvait dire, on peut Grosse charge compter de sur lui pour travail. 68, c'est ça, 65-68 matchs. Puis t'en laisses une douzaine, une quinzaine de l'autre côté à ton substitut, à ton second. Mais dans ces trois-là, j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui va être capable de faire ça. Donc, d'avoir deux gardiens de qualité qui sont capables de se séparer de travail du 50-30 peut-être. Il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça dans la Ligue nationale depuis quelques années maintenant. C'est parfait. Donc, Ouais. peut-être espérant que si Montembeau, dans 2-3 ans, bon, Fait peut-être qu'il quelques va être. années, puis Ouais, peut-être que Montembeau aussi, ça va être un vrai numéro un. Moi, j'ai de la misère à le croire, mais pas avoir un tandem d'eux parmi c'est ça, les trois gardiens. exact. Et ça va nous mener à deux autres sélections qu'on a faites un petit peu plus tard au repêchage. Celle de Quentin Miller en quatrième ronde, 128e au total. Ouais. Et en cinquième ronde, celle du Russe, Yevgeny Volchokin, Volokin. Ouais, ouais. Deux Ouais. gardiens de 18 ans. Est-ce que tu trouves ça un petit peu trop? Est-ce que tu trouves que le Canadien semble vouloir tirer un petit peu partout? Du côté des Russes, on semble vouloir rentrer un petit peu dans la parade, espérer avoir ce gardien russe qui sort un petit peu de nulle part, qui va avoir un gros effet. Est-ce qu'on a pris Quentin Miller simplement pour cocher cette case de joueurs du Québec? On avait pris un Maître Croteau en cinquième ronde qui a eu une année très difficile dans la USHL. Euh, donc, la stratégie était bonne pour ce qui est de Fowler, mais par la suite, on a l'impression pratiquement d'avoir voulu trop en faire avec ces deux autres sélections-là. Deux Ben, gardiens qu'on a très peu de données aussi. Là. Juste avant de te laisser aller, Quentin Miller était deuxième avec les remparts. Il a eu des très, très bonnes statistiques, mais il était dans une équipe boostée. Euh, ouais. pour ce qui est Ben, du. c'est ça. Mais moi, tu sais, Quentin Miller, moi, comme je disais dans notre live pas dans notre live, mais dans notre podcast de lundi, c'est que moi, je l'ai vu
je regardais les remparts en croisée. Donc, c'est sûr que mon point principal de focus, c'était l'espoir qui jouait contre les remparts, parce que les Ouais. remparts, il y avait pas de, à part, évidemment, Rousseau puis Miller. Je pense que je l'ai vu comme une fois ou deux, là, max. Tu sais, j'ai même pas souvenir d'un match en particulier où j'ai vu Quentin Miller. Fait que c'est pour ça que moi, quand on m'annonce cette sélection-là, je suis comme, ben, parfait, mais t'en as déjà pris un en Fowler qui a déjà un très bon potentiel. Qui Donc, coche les cases. Puis, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est notre point de vue, évidemment. Puis c'est le point de vue à Pascal puis Matt, puis qui l'avait en première ronde. Puis ça, c'est bien correct. Tu sais, on n'est pas le Canadien, puis on n'est pas les recruteurs. Sauf que si tu en as un qui coche déjà toutes ces cases-là, je ne sais pas à quel point tu as besoin d'en rajouter d'autres, tu sais, parce que là, il y a exact. Verbeek qui ici, qui est là, il est dans la ECHL, donc lui, il avait été repêché il y a 3 ans, si je me souviens bien. Là, tu avais Descartes qui ont repêché, que finalement, ils ont laissé aller. Donc, c'est ça, là, à toutes les années, c'est le. Puis on l'avait dit à la blague l'année passée, tu sais, le traditionnel gardien du Canadien. Puis là, cette année, ben, pas une, pas deux, mais 3 fois. Donc, moi, je la comprends pas. Le Russe, évidemment, moi, je l'ai jamais vu. Tu sais, en tout cas, peut-être que je l'ai vu, mais j'ai aucun souvenir d'avoir vraiment porté mon attention sur lui. Donc, Il joue en MHL la saison dernière. ben, c'est ça. C'est Mais deux sauf que gardiens qui ont des. probablement, je l'ai vu Ouais. contre peut-être un espoir, mais sauf que j'ai même pas pris de notes sur lui, j'ai pas porté attention sur lui, je savais même pas que c'était un espoir. Fait que déjà en partant, ça C'est deux t'enlève tout gardiens ça. qui ont des grosses statures. 6 pieds 2 pour Miller, 6 pieds 3 Ouais. pour Volokin. Disons que ça semble assez particulier comme approche et on semble vouloir vraiment là, ratisser un petit peu trop large, surtout quand il y avait quand même des candidats intéressants. Dans le cas en cinquième ronde, un Cameron Allen, disons que beaucoup plus Ouais. tôt, on se serait posé des questions. En cinquième ronde, ça aurait pratiquement dû être un no-brainer. On a le défenseur Legault aussi qui jouait dans la NCAA avec Quinnipiac qui était libre. Ça aurait pu être une sélection Ouais. intéressante. Donc, pas nécessairement pour y aller disons, de ce qu'on aurait pu faire, mais ce sont des. Au lieu de rater trop large, on aurait pu prendre notre chance sur d'autres joueurs. Ça aurait peut-être été disons, une tentative un petit peu plus intéressante. Ben, des joueurs dans leur année de repêchage aussi. Puis là, bon, j'ai exclu le Exactement. russe, évidemment, mais tu sais, je vois pas pourquoi tu irais repêcher un gardien russe, même si il est dans son année de repêchage, qu'on n'a peut-être pas beaucoup de données à part de la vidéo. Puis on a, tu sais, juste je sais que Scott Ratzlaff il est sorti Aslaf était à libre, peu près ouais. dans ce coin-là ou un peu plus tôt. Fait que, tu sais, le Canadien avait un autre choix aussi en début de cinquième ronde. Donc, tu sais, pourquoi pas prendre dans ce cas-là Ratzlaff? Pourquoi pas prendre un jeune que tu as vu, que tu sais qu'il va te donner. Ben, en fait, tu l'as évalué, donc tu sais ce qu'il peut te donner. Ratzlaff, c'est un jeune qu'on a vu cette année avec les Thunderbirds. Évidemment, Milic aussi qui a été repêché quelques rangs après Volokin. Donc, tu sais, il y a beaucoup de questions là-dedans Ouais. que j'ai de la misère à répondre parce que moi, je ne la comprends pas, cette stratégie-là d'aller chercher euh, deux autres gardiens. OK, tu veux aller en chercher un autre, pas de problème, mais tu sais, deux. Tu sais, j'ai pas C'en est. j'ai pas toutes les équipes devant moi, puis tout ce qu'ils ont repêché, puis dans les Ouais. dernières années, puis tout ça, mais Je serais curieux de voir je les serais autres. curieux, moi aussi, de voir combien d'équipes dans les 10 derniers repêchages ont repêché 3 gardiens dans la même année. Je pense que ça peut se compter. Ça va être une première. Ouais, ben, en fait, c'est peut-être pas une première, mais ça arrive pas souvent. Tu m'as fait une belle passe sur la palette tout à l'heure en parlant de l'âge des joueurs qui sont repêchés. Les quatre prochains qu'on va énumérer, ce sont des overagers, des Ouais, joueurs qui ont déjà été disponibles au repêchage, qui sont âgés de 19 ou de 20 ans, qui ne sont pas à leur première année d'admissibilité ouais. et qu'on a jeté notre dévolu sur ces joueurs-là. On va commencer par les énumérer. Ensuite, on va parler un petit peu de chacun d'eux et par la suite de la stratégie globale. En quatrième ronde, le 101e choix au total, on a repêché Florian Jacquet, 19 ans, gros ailier gauche de 6 pieds 2. Ensuite, numéro 110, donc très très près,
On est allé chercher Bogdan Konyeshukov, défenseur droitier. Celui-là, 20 ans, quand même, une première saison en KHL où il a démontré des belles choses avec Torpedo, jouait sur une première paire. Choix encore plus obscur. En cinquième ronde, 133e, Sam Harris, un défenseur qui a 2 saisons dans la USHL. Quand même, il va avoir 20 ans en octobre. Il a eu quand même une belle saison au niveau des statistiques l'année passée, là, 56 points en 56, pour finir sur Luke Middlestad, qu'on a pris en septième ronde. Le frère de Casey, 197e, défenseur gaucher, 20 ans aussi. Lui, il était à sa troisième année d'admissibilité. Ouais. Il évoluait à l'Université du Minnesota, a quand même joué, avait quand même un profil intéressant, a joué avec les Américains dans le dernier championnat du monde junior. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce que tu connais de ces 4 joueurs-là pour ensuite y aller dans cette philosophie d'équipe qui est particulière, là, d'y aller avec 4 overagers dans la même année. On Ouais. va se lancer un petit peu dans cette philosophie un petit peu plus tard. Parle-nous un petit peu de ce que tu sais de ces 4 joueurs-là. Là. Ça fait deuxième année là, qu'il y Ouais, a beaucoup d'overagers. L'année passée, il y en avait 4 ou 5 aussi. ouais. Moi, Florian Jacquet, bon, je vais être bien honnête, là, tu sais, oui, je comprends un peu le profil, là, c'est le frère de l'autre, puis excellent. Mais moi, je l'ai regardé quand même quelques matchs des Bulldogs parce que je regardais Nick Lardis. Ouais. Et Nick Lardis, bon, il est arrivé à Hamilton dans une transaction, puis il a été, évidemment, il a explosé offensivement. C'est un plus petit gabarit. En série, il a été de loin le meilleur joueur des Bulldogs là, et de très loin. Là. Puis, tu sais, Jacky, pour vrai, tu sais, oui, tu reconnais, tu vois un peu du jeu physique, tu vois le jeu rugueux, puis tout ça. Ça, j'ai pas de problème avec ça, mais je vois pas d'upside offensif sur ce gars-là. Je vois pas de potentiel de jouer même dans la Ligue nationale. Tu sais, moi, je regarde ce gars-là, puis Ouais. ça m'a l'air d'un joueur qui a le profil de no draft, là, dans le sens que tu aurais pu le signer Exactement. possiblement l'année prochaine. Ben, en fait, à la fin de son parcours en OHL, tu aurais probablement pu le signer pour des peanuts. Là. Aurait probablement Mais, été libre en septième ronde avec la dernière sélection du Canadien. ben, On a, on a en peu plus. d'échantillons sur lui, une seule saison en OHL. Tu as dit que, oui, il jouait avec les Bulldogs, il jouait particulièrement sur une troisième, quatrième ligne. On a Ben très, oui, très peu de choses à se mettre sous la dent de son côté. À part l'aspect robuste, tu viens de parler de ce qui pourrait se transposer dans la LNH. Il va falloir qu'il y ait un méchant bon développement comme celui de son frère. Je pense que j'ai l'impression que le Canadien a misé là-dessus. Sinon, il n'y a rien pour justifier cette sélection qui a été faite dans la première moitié du repêchage. Il faut dire, ouais. je vais les énumérer un petit peu plus tard. Il y avait des très bons joueurs qui étaient encore disponibles. Là. Ben écoute, moi j'ai parlé dans notre live Ben en fait, c'est pas notre live encore, c'est notre discussion de lundi, mais Ethan Medema qui est Évidemment. sorti. Tu sais, Ethan Medema, c'est un jeune qui lui aussi a fait partie d'une transaction qui s'est rendu à Kingston, évidemment, avec la transaction de Shane Wright. Puis, tu sais, c'est un profil intéressant, un jeune, il avait 17 ans, sa fête, je pense, c'est au mois d'avril, au mois de mars. 6 pieds 4, 200 livres, un costaud Mm. qui joue, qui est quand même pas nécessairement, c'est pas un bulldozer sur la glace, mais il s'impose, il est capable de. Puis il est capable de produire aussi. Il a quand même bien produit. Les Frontenacs de Kingston, c'était vraiment pas une grosse équipe. Évidemment, ils ont liquidé avec Shane Wright, ils ont laissé la place à quelques jeunes. Puis il a été en mesure de produire un peu. Fait que pour moi, je ne comprenais pas cette sélection-là de Jacky. Puis même, il y en a d'autres, Même évidemment, comme l'autre, tu dis. Konyshukov, là, il y Oui. avait un Loshko disponible, Alex Chernak, Luca Cagnoni. Euh, Ce sont des joueurs de qualité qui sont sortis après. ben Puis, oui. Pinelli, sur Shernick, puis Pinelli, exact. oui. Konyshukov, oui, il a connu une très bonne dernière saison. Je serais curieux d'avoir ton avis sur ce que ça vaut au repêchage. Un joueur de 20 ans qui a eu une très belle saison KHL quand même, mais Oui. qui est nettement en avance au niveau du développement euh, comparé aux autres. Là. Ben, c'est ça, C'est le tu cas le d'Harris dis. aussi. Même chose, c'est ça avec Harris, puis même Middlestad, dans une certaine mesure aussi, qui est rendu, lui aussi étant NCAA, en Ouais. NCAA. Fait
Moi, ce que ça me dit dans ces gars-là, c'est que c'est des courbes de progression normales, dans le sens que, tu sais, je me souviens quand on avait parlé, quand Xavier Simoneau avait été repêché, puis on disait, ben c'est ça, il domine à 20 ans, puis ben c'est sûr qu'il domine à 20 ans parce que t'es supposé faire ça dans ta progression. T'es Ouais. supposé arriver à 17 ans, même 18 ans. Puis moi, Simoneau, là, j'ai milité longtemps pour lui. Là. Tu sais, je pense qu'il aurait mérité de se faire repêcher même à 18 ans. Mais bref, c'est normal que ces gars-là, ils progressent parce que dans une année, quand tu joues dans une ligue, puis qu'à un moment donné, tu as 17 ans, puis bon, tu n'as pas toutes les mêmes opportunités. Puis là, ensuite de ça, tu t'acclimates à la ligue, tu prends de l'expérience, tu prends de la maturité. Des fois, de la maturité physique aussi, même, c'est important parce que Ouais. quand tu arrives à 17 ans ou 16 17 ans, puis tu es 5 pieds 11, 160 livres, puis là, tout à coup, 3 ans plus tard, tu es rendu à 6 pieds, 6 pieds 1, puis tu es rendu à 180 livres, tu as pris un peu de coffre, tu as pris un peu de muscle, donc c'est normal cette progression-là. Puis veux pas quand tu as 20 ans. C'est sûr que tu joues, tu as plus d'opportunités que quand tu avais 17 ans. Parce que quand tu avais 17 ans, on te plaçait sur un troisième trio, un deuxième trio. Regardez, Ethan Gauthier, il y avait un peu de jeu sur le premier trio, mais des fois, il se faisait tasser aussi. Même chose pour Catafort. Fait qu'à 20 ans, tu as fait partie de l'équipe tout le long, ou des fois, tu t'es même fait échanger. Donc, c'est normal que tu aies un rôle plus accru. Puis, fait que c'est normal que tu fais des points. C'est simple, là. Pourquoi, C'est selon la toi, progression. pourquoi, selon toi, un Middlestad a autant passé sous le radar? Oui, c'est un gars, c'est sûr, plus défensif. Il a quand même joué avec l'équipe américaine des Ouais. moins de 20 ans cette année. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans son jeu, premièrement, qui justifie une sélection et pourquoi est-ce qu'autant d'équipes ont fermé les yeux sur lui, là? Ben, tu sais, moi, Middlestad, là, comme on s'en était parlé un peu en Ouais, privé, puis moi, je l'avais en 2021, j'ai mon Excel devant moi, là, je l'avais scouté en 2021, puis il était 85 sur ma liste, puis OK. c'est très, ça, c'est approximatif aussi, là, Ouais, je m'étais pas vraiment attardé au-delà du 64e rang. Donc, vraiment, 60, tu sais, 85, c'était le rang que j'y avais donné pour l'instant, ça aurait pu changer, mais c'est sûr qu'il n'était pas dans le top 64. Donc là, on parle de 2021, là. ouais, c'est Il ça. avait joué pour les 2 ans. Stars. Il avait joué pour les Stars de Lincoln. Il avait joué avec Jack O'Brien aussi, qui était un espoir à ce moment-là. Euh, fait que je trouvais ça un peu bizarre de le repêcher 2 ans plus tard. Évidemment, oui, à Minnesota, comme on blaguait lundi, mais Minnesota, si tu as moindrement un peu de talent offensif, puis Middlestad, c'est ça, c'est un défenseur qui est axé sur l'offensive. C'est un gars qui alimente l'attaque, les contre-attaques. C'est un gars qui est très impliqué en avantage numérique dans les espaces plus laissés libres en zone offensive. Fait que c'est normal qu'un gars comme Middlestad produise un peu avec Minnesota parce qu'il y a tellement de talent là-bas. Donc, à la minute Ouais. que tu es impliqué un peu offensivement, que tu as des Matthew Nice, des Logan Cooley, c'était Jimmy Snuggerud qui était là aussi, c'est sûr, naturellement, que tu vas produire. Donc, puis on l'a vu au championnat mondial des moins de 20 ans, au championnat mondial junior, il a produit un peu à un rythme correct, mais je pense que le fait qu'il a été sélectionné pour les États-Unis, ça représentait plus la faiblesse de la défensive Ouais, américaine. cette année-là, C'est un effectivement. peu plus ça. Fait que c'est Bon pour ça point. que lui, il est arrivé dans cette équipe-là, puis il C'est- a eu l'occasion de se faire valoir puis de jouer, mais en même temps, cette équipe-là, elle n'avait pas nécessairement des gros noms en défensive. Tu sais, on avait parlé il y avait Ofco qui avait été bon, je pense que c'est Morrow qui Ouais. était là aussi. Fait que, tu sais, il y avait une couple de joueurs, mais c'est Parle-nous un pas, peu. c'est ça, c'était pas le niveau le plus élevé. Parle-nous un peu de cette philosophie-là, là. Tu l'as dit, ça fait 2 ans qu'on sélectionne des overagers. Premièrement, est-ce que toi, c'est une stratégie que tu aimes? Et deuxièmement, essayons de comprendre un peu pourquoi est-ce que le CH il va de telles sélections. Selon toi, est-ce qu'on y va de raccourci? Est-ce qu'on a, disons d'une manière peut-être involontaire, est-ce qu'on a moins confiance en notre équipe de développement, là, même si ce sont des joueurs qui ne jouent pas directement pour l'organisation au niveau professionnel?
est-ce qu'on ne fait pas confiance à ceux qui encadrent de ces jeunes-là? On sait que l'année de 18 ans est extrêmement importante pour un développement. Pourquoi est-ce qu'on va Ouais. toujours chercher des joueurs un petit peu plus vieux alors qu'on pourrait développer un petit peu, on pourrait prendre, instaurer une philosophie d'équipe, amener des bonnes habitudes à un jeune qui vient d'avoir 18 ans puis qui lui reste 2 bonnes années juniors s'il joue au Canada ou qui fait la transition vers l'université aux États-Unis ou en Europe. Disons, disons que ça peut paraître assez spécial comme stratégie. Là. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de. C'est la grande question pour moi, ça. Moi, c'est un mystère, euh, cette façon de voir les choses. Moi, on en a déjà parlé je pense que c'est dans nos classements de mi-saison ou quoi que ce soit. Moi, des overagers, si c'est pas des overagers qui sont vraiment, on a vraiment passé à côté là, à 18 ans, là, je nomme toujours Tanner Pearson parce que Tanner Pearson, c'en était un qui est arrivé, puis finalement, on avait manqué de données un peu sur lui peut-être, puis il est arrivé, puis tu n'avais plus le choix de le repêcher à 19 ans, ben, en fait, à son année plus un, parce qu'il était tellement bon. Donc, c'est Ouais. ça qui est la différence. Puis il y en a eu d'autres aussi récemment. Je sais que Brett Leeson aussi, c'en était un qui était allé au championnat mondial junior, puis qui Ouais, avait ça l'a il aidé avait à être ressorti repêché. aussi un peu. Donc, c'est ça, il avait été repêché comme late. En fait, ben, comme à son plus un, lui aussi, son année plus un. Mais moi, je la comprends pas, tout simplement, cette philosophie-là. Euh, Moi, j'ai de la misère à voir pourquoi un jeune de 20 ans est plus. Je comprends qu'il est plus avancé dans son développement, ça, j'ai pas de problème. Mais sauf qu'un jeune de 17 ans que tu repêches, que tu peux mettre à ta main ou que tu peux vraiment aiguiller, que tu peux donner des cues, Exact. que lui va pouvoir, si mettons, toi, tu as ta philosophie d'équipe, que quand tu vas aller le voir ou quand tu vas aller le parler ou tu vas envoyer un de tes assistants ou peu importe qui va aller lui parler, tu vas lui dire, OK, ben, tu sais, nous, on aimerait que tu te concentres sur telle chose, telle chose. Alors que là, j'ai l'impression qu'il repêche un jeune de 20 ans juste parce que là, il est déjà là, il nous donne un peu ce qu'on voit déjà, puis peut-être plus, tu sais, c'est peut-être plus le fait qu'ils ont déjà la réponse un peu à qu'est-ce qu'ils C'est ça. veulent. J'ai l'impression qu'on veut y aller de raccourci. Est-ce que on voit peut-être une certaine continuité? Est-ce que on sait que ça se passait un petit peu quand Trevor Timmons était là. On sait que Martin Lapointe était proche de lui. Là. Martin Lapointe a pris plus de place au niveau de cette équipe-là. Est-ce que c'est une Ouais. stratégie qui est propre à lui? On ne le sait pas trop. Dans le cas de Jacky et de Konyushkov, Jacky semble à des milles du hockey du niveau professionnel. Nyushkov vient de signer un contrat de 3 ans avec son équipe en Russie. On ne le verra pas. On ne pourra pas toucher à son développement. Donc, Ça. disons qu'on va flipper un coin, puis s'il est tombé du bon côté, tant mieux pour nous autres, mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans son cas. Donc, surtout avec la qualité de joueurs qui étaient disponibles, qu'on a énuméré plus tôt dans ces 2 sélections-là, je pense que c'est une approche qu'on peut adopter si, exemple, dans les rondes un petit peu plus éloignées, là, disons de 5 à 7, on peut y aller d'un ou Ouais. deux joueurs, mais 4 dans un repêchage, et tu l'as dit, on l'avait fait L'année autant passée. l'année passée. Ça semble être beaucoup de joueurs. Là. On questionne disons, la philosophie d'aller chercher des choix. On dit, OK, on va aller chercher des choix, on veut avoir des joueurs disponibles. Ben, ces joueurs-là, c'est pour les développer, comme tu dis, les orienter vers disons, notre Philosophie. philosophie d'équipe. Ouais. Et c'est pas ça qu'on fait du tout. Donc, honnêtement, c'est vraiment à se gratter la tête, ces sélections-là. Là. Puis, tu sais, moi, je suis rendu à un point où est-ce que je me dis, tu sais, c'est ça, est-ce que le Canadien, on a eu quelques petits problèmes de développement, là. Le CH a Ouais. eu quelques petites erreurs de développement au fil des années. Enfin, je sais pas à quel point, puis est-ce que, tu sais, je pense pas que c'est à cause de ça. Je pense pas qu'ils ont pas confiance en leur groupe de développement, mais j'ai l'impression que, c'est ça, on essaie d'avoir une réponse rapidement de qu'est-ce Ouais. qu'on a besoin d'un joueur. Puis, plutôt que de prendre une chance avec un gars de 17-18 ans, on se dit notre recruteur, il a fait du bon travail, il nous l'a bien vendu, ce joueur-là. Il est peut-être plus près qu'on pense de la Ligue nationale, de la Ligue américaine. Donc,
c'est pas un talent, c'est pas un choix perdu parce que s'il vient nous aider dans notre programme avec le CH ou avec le Rocket, ben à ce moment-là, ça va tirer un peu tout le monde par le haut côté développement. S'il y a beaucoup de bons joueurs avec le Rocket dans la Ligue américaine, ben naturellement, ces joueurs-là vont progresser, ils vont se rendre loin, ils vont peut-être gagner la Coupe Calder, et ainsi de suite. Donc après, quand ils montent en haut, ils sont déjà habitués d'un système qui s'apparente à celui du club professionnel. Ils sont habitués de gagner, ils ont une certaine chimie déjà ensemble. Fait que tu sais, je sais pas si c'est ça le but souhaité là-dedans, mais Ça semble moi, mince un petit personnellement, peu comme. c'est Ça ben, semble mince comme c'est raison ça, de prendre ces joueurs-là, mais absolument. je te rejoins comme ça pourrait être un des arguments, mais effectivement, ça semble peu. Là. Le dernier joueur dont il n'a pas encore été question qui fut sélectionné, ben, ce fut en sixième ronde, 165e au total. Philippe Eriksson qui évoluait en Suède. Écoutez, rendu là, on ne va pas trop en discuter. Ce sont certains recruteurs du Canadien l'ont vu jouer, même s'il a très peu joué, là, 13 matchs seulement cette année là, en J20, en SHL. Donc, on a C'est probablement ça. vu quelque chose en lui qu'on a apprécié. Pour conclure sur le repêchage 2023 du Canadien, je pense qu'on peut classer ça en deux ou trois temps. On a des sélections qui sont, somme toute, solides, là, celle de Reinbacher puis de Fowler. Je pense que réalistiquement, on pourrait avoir là deux joueurs qui vont avoir un bel impact pour le Canadien dans le futur. Et d'un autre côté, on a, selon moi, de mon côté, des déceptions d'avoir pris autant de gardiens et des overagers, alors qu'on aurait pu, on avait 9 sélections, qu'on aurait pu améliorer notre situation à long terme. On sait que, disons que les chances sont minces, hein, les chances sont minces qu'on frappe un coup de circuit dans des rondes plus hâtives. Ouais. Mais disons que la méthode, le chemin emprunté, personnellement, ne me rejoint pas. Donc, disons qu'il y a une certaine satisfaction dans ce repêchage-là, mais qui est un petit peu plus couvert par ce nuage sombre-là. Là. Donc, ça, c'est mon résumé du repêchage. Je ne sais pas si tu as un petit peu les mêmes. Ben, tu sais, pour moi, écoute, je sais que c'est tôt, puis à première vue, c'est ça, mais moi, je pense que c'est un des pires repêchages du Canadien que j'ai vu depuis longtemps, là. Ouais. Euh, parce que, Mathieu blaguait justement sur notre groupe de Tout sur le hockey, disant que c'est le pire repêchage ever là. ouais, ouais, c'est ça, À ben la là, blague, mais on, on n'est pas si loin. on va vérifier avec le temps, mais tu sais, moi, je regardais ce repêchage-là, puis là, tu sais, je l'ai sous les yeux, justement, puis je me dis, est-ce que, tu sais, il y a juste deux joueurs qui vont peut-être jouer dans le show, dans cette équipe-là? Puis, tu sais, Fowler, même, tu sais, moi, je l'aime beaucoup, mais un gardien, tu sais jamais non plus comment C'est ça jamais peut les... garanti. Ouais. Fait que, tu sais, rendu là, est-ce que, tu sais, c'est ça, ça va aller chercher trois défenseurs, trois gardiens, trois attaquants. Puis c'est ça. Il y a pas, premièrement, à l'attaque, à part Erickson, peut-être qu'on tu sais, on le connaît pas beaucoup, mais tu sais, Xhaka, il n'a pas beaucoup de punch offensif. Bon, Harris, ça c'est possible aussi. Tu sais, je l'ai probablement vu lui aussi en croisé, puis j'ai aucune note sur lui, évidemment. C'est un overager en plus. Pour finir juste sur le Canadien, est-ce que selon toi, j'ai vu ça passer aussi dans les derniers jours, est-ce que on semble bouder un petit peu les joueurs de talent qui jouent au Canada? Est-ce que le fait de devoir les signer plus tôt, selon toi, peut être une des raisons? Mais en bout de ligne, il y en a d'autres des équipes qui vont les chercher, ces joueurs-là, et qui n'ont peut-être Ouais. pas ces craintes-là. Est-ce qu'on a quelque chose là ou même. Ben, c'est possible. C'est possible que ça fasse partie de l'équation du fait que tu dois leur donner un contrat rapidement ou sinon tu perds les droits. Puis, tu sais, c'est une possibilité, mais le problème, c'est que en fait, c'est quand tu repêches bien, ces gars-là, en théorie, si tu les as bien scoutés, si tu les as bien évalués, tu n'es pas gêné de leur donner le contrat parce que quand ils ont fini quand ils vont finir leur jeu junior, quand ils vont finir leur développement au côté junior, ils vont arriver dans la Ligue américaine, ils vont t'aider. Ou en fait, ils sont supposés t'aider. Tu sais, on s'attend à ce que Joshua Roy vienne justement aider le Rocket l'année prochaine. Même chose pour Méchard, même chose pour éventuellement les Beck et les joueurs comme Ouais. ça. Enfin,
c'est supposé être ça. C'est supposé de dire, moi, je repêche ce gars-là, puis oui, moi, j'ai confiance en son talent, j'ai confiance en son développement, puis on va lui donner son contrat, puis il va venir nous aider à la fin de son stage junior, il va pouvoir venir nous aider. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a le côté contractuel qui vient peut-être rentrer dans la balance, mais le problème, c'est que si tu repêches des Américains ou des Russes juste pour pas avoir de contrat, en fait, pour prolonger peut-être ton contrôle sur ces joueurs-là, mais ça fait Encore en une sorte fois, que tu passes peut-être par-dessus du talent, tu sais, c'est ça, un puis mauvais raccourci peut-être c'est encore. ça. Parce que, tu sais, juste, moi, je me suis amusé avec ma liste de faire mes choix par rapport aux Canadiens, puis, tu sais, premièrement, j'ai pas un overager là-dedans, mais je me ramassais avec un gardien quand même. Je me ramassais avec Ratzlaff, je me ramassais avec Cam Allen. Le reste, c'était des attaquants. Il y avait beaucoup de ce que moi, je considérais du talent un peu plus brut, Ouais. peut-être, ou des profils un peu différents, mais c'est ça. C'est que là, rendu là, est-ce que, tu sais, dans 5 ans, est-ce qu'on va regarder le repêchage, puis finalement, on va se dire, on était dans le champ? Ben, espérons-le, mais sauf que le problème, c'est qu'à date, ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Et c'est un tout, hein, le repêchage. C'est pas une seule sélection qui est, disons, qui est positive, qui va faire en sorte qu'il va tout effacer le reste. Ça. Les recruteurs ont un travail complet à faire de la première à la dernière sélection. Puis on ne veut pas nécessairement, disons, les, 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 les envoyer devant l'autobus, les pitcher Ouais, devant l'autobus aujourd'hui. Mais somme toute, on doit regarder la globalité de la chose. Certains vont s'arrêter, vont se dire OK, Reinbacher, on aime ce qu'on voit, c'est suffisant, mais non, il y a beaucoup d'autres. Si on avait un seul choix au repêchage, ben, ce serait suffisant, mais la réalité n'est pas là, qu'on a un travail à faire. Et des intervenants comme toi, comme les autres du TSLH Espoir, comme Scott Wheeler, qui a publié après le repêchage un ouais, article disant que le Canadien était dans les les losers, perdants. dans les Ouais, losers, pour le dire exact. ainsi, du repêchage. C'est que, et comme on vient de le faire, Wheeler salue les sélections de Reinbacher et de Fowler. C'est tout le reste qui faisait défaut. C'est Puis ça. disons qu'il est attitré avec des Athletic là-dessus. C'est juste ça qu'il fait. Vous passez des heures là-dessus aussi. Donc, c'est important de nuancer les choses puis de se dire, ah, on peut être content aussi, mais il y a cet aspect-là qui est un peu inquiétant. Puis comme tu viens de le dire, là, on le verra dans quelques années, peut-être qu'on se trompera Ouais. tous, mais en date d'aujourd'hui, disons À qu'on date, ne c'est peut ça. pas être ultra satisfait là, Non, puis, tu sais, il ne faut pas oublier là, que moi, j'ai toujours la mentalité, évidemment, comme je disais au début, je travaille pas pour une équipe de la Ligue nationale. Fait que moi, je regarde le talent, puis je les classe selon l'impact, selon ce qu'ils peuvent me donner plus haut. Puis, rendu là, après, je suis ma liste. Donc ça, tu sais, moi, j'ai pas d'attache avec personne. Sauf qu'il faut pas oublier que ces joueurs-là, ce sont tous des assets. ouais, Fait que si jamais tu as repêché, comme on a parlé des Sabres lundi, les Sabres de Buffalo qui ont repêché beaucoup de talent dans les dernières années, donc tu sais, même à partir de Power jusqu'à Savoy, jusqu'à ouais. Coolidge, jusqu'à même Oslund, puis là encore une fois Benson Benson, cette puis année, wow. si tu as besoin à un moment donné d'une pièce de puzzle pour t'aider à gagner la Coupe Stanley ou être aspirant, dans leur cas, ça peut être un gardien, dans leur cas, ça peut être un autre défenseur droitier, quelque chose de ce genre-là. Coolidge qu'on oubliait. Exact, c'est ça. Ils peuvent l'échanger. Tu sais, Ouais. Rochelle, même chose. Ils peuvent en échanger un ou deux, faire un petit package avec un choix de première ronde ou un choix de deuxième ronde, puis aller chercher cette pièce manquante-là. Fait que si tu repêches en te disant, avec ta prémisse de Ah ben moi, je veux juste faire attention, puis je veux retarder un peu le développement. On voit déjà le développement avec ces gars-là. C'est peut-être pas la bonne façon de procéder parce que justement, si tu repêches du talent, puis là, finalement, tu as un espoir qui fait beaucoup de points puis qui est attrayant ou il est intriguant, tu peux essayer de le domper dans une transaction. Tu sais. Il y en a des, Un des bon point. recruteurs aussi, il y en a des recruteurs et des directeurs généraux qui voient des joueurs et peut-être que, mettons, moi, mon choix 88, c'était tel gars, puis là, le Canadien est arrivé à 87, là, je donne un exemple fictif, puis là, finalement, je me suis fait voler. Sauf que moi, pareil, je l'aime beaucoup,
cet espoir-là. Fait que peut-être que dans 2 ou 3 ans, si j'ai une transaction à faire avec le Canadien, peut-être que je vais vouloir l'avoir, celui-là. C'est là que le Canadien a peut-être un petit leverage aussi de ce côté-là, de dire OK, ben moi, je vais te donner un choix de première ronde, un live body dans la Ligue nationale. On entend beaucoup Anderson, Dvorak, mettons, et cet espoir-là. Donc là, tout à coup, tu peux réussir à marchander quelque chose ou tu peux réussir à te faire un package. C'est un très, très bon point qu'on n'avait pas nécessairement pensé aborder dans les derniers jours. En ce moment, je trouve qu'on surfe un petit peu sur les bonnes dernières années de Timmins au repêchage. Là, les joueurs qu'on va voir avec le Rocket prochainement, Ouais. ce sont les joueurs, pour la plupart, que Timmins a sélectionnés. Certains activement, d'autres un petit peu plus tard. Donc, en ce moment, on a cette banque de joueurs-là. Dans quelques années, effectivement, on n'aura peut-être pas les joueurs qu'on aurait eu besoin de ces 2 repêchages-là. On les aura peut-être pas parce qu'on a triché un petit peu et seul le temps va nous le dire, mais peut-être qu'à ce moment-là, ben, on se grattera la tête puis il nous manquera 1 ou 2 assets pour compléter une transaction importante. Puis ça aura été au repêchage que tout s'est joué. Donc, c'est une belle manière de clore cet épisode, Simon. Euh, c'est ce qui met fin aussi à notre couverture Ouais. pour l'année 2022-2023. Année, disons, riche en moments de qualité. Je remercie pour plusieurs épisodes de qualité aussi. On va se donner une bonne pause là, pour recharger les batteries puis repartir une saison 2024 qui s'annonce vraiment excitante aussi. Il n'y a pas de Connor Bedard, mais un nombre de joueurs de qualité vraiment, vraiment intéressant. De très bon, Donc, ouais. on va repartir ça dans quelques semaines. Merci beaucoup, Simon. J'apprécie vraiment, encore une fois, ta participation au temps d'arrêt. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été présents et on se dit à une prochaine épisode du temps d'arrêt.